le jour où je démissionne, là je trouve des gigaoctets de documents ultra sensibles, donc je les prends en me disant que ça pourrait étayer une alerte. C'est l'histoire d'Antoine Deltour et Raphaël Allais. Ils ont révélé les accords secrets qu'aurait passé l'administration avec des centaines de groupes mondiaux. Les deux Français travaillaient pour un cabinet d'audit luxembourgeois, PwC, spécialisé dans l'optimisation fiscale. C'est un combat judiciaire qui est un marathon. Ça fait depuis 2012, donc ça fait 9 ans que le combat a commencé. Contre l'évasion fiscale, les préventions d'alerte, c'est quelque chose que j'abandonnerai jamais. Il y a besoin que les citoyens, et en premier lieu les salariés des entreprises concernées, qui restent des citoyens, fassent part des injustices dont ils sont témoins. Les gens ont peur à juste titre. Hein, moi, quand j'interviens là des débats comme ça, il y a souvent des gens qui viennent à la fin pour dire « mais moi aussi, je travaille à tel endroit et j'ai vu des choses et qu'est-ce que je peux faire ?» Je suis Antoine Deltour, donc un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Et c'est arrivé en fait quand je travaillais au Luxembourg comme auditeur, donc dans un des 4 grands cabinets d'audit, c'était PricewaterhouseCoopers. Donc mon travail, c'était de vérifier la comptabilité des entreprises présentes au Luxembourg. Et j'ai découvert qu'en fait, quasiment chaque multinationale opérant en Europe avait sa ou ses filiales au Luxembourg, où elle bénéficiait d'accords fiscaux, des rescrits fiscaux, aussi appelés tax ruling, donc par lesquels en fait, l'administration luxembourgeoise approuvait une interprétation très accommodante du droit fiscal qui permettait de quasiment pas payer d'impôts au Luxembourg. Le tax ruling, c'est juste l'administration qui approuve une interprétation du droit fiscal. Et en fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand on paye des impôts sur une opération un peu complexe, on peut avoir envie de l'opinion de l'administration avant de faire sa déclaration, juste pour s'éviter un redressement. En fait, ça apporte une sécurité juridique. Et d'ailleurs, c'est très employé en France. La France émet des milliers de rescrits fiscaux tous les ans. Mais au Luxembourg, en fait, ce système qui a sa légitimité était complètement dévoyé en fait, pour permettre une interprétation vraiment agressive du droit fiscal, quoi. Dans les rescrits, en fait, on approuvait des niches qui permettaient une imposition quasiment nulle. Les journalistes qui ont enquêté sur les documents des LuxLeaks ont trouvé des cas de taux effectifs de 0,015%, donc c'est autant dire zéro, quoi. Il n'y aurait pas eu ces documents, je serais quand même parti parce que le travail commençait à me déplaire. Enfin, j'étais quand même attaché à l'utilité sociale de mon travail, que je retrouvais dans une certaine mesure en tant qu'auditeur, mais voilà, au service de ces clients-là, au bout d'un moment, je ne voyais plus tellement d'intérêt de subir aussi des conditions de travail qui étaient quand même pas... Voilà, qui était quand même assez exigeante. La plupart de mes collègues restaient par appât du gain, parce qu'on peut faire des très très belles carrières financièrement, quoi. Mais j'y voyais pas tellement d'intérêt. J'avais ce projet de partir. Et après, j'avais quand même une très forte indignation vis-à-vis des pratiques fiscales dont j'étais témoin dans mon travail. Et j'avais essayé d'attirer l'attention dessus avant de réellement lancer l'alerte, mais avec des moyens assez dérisoires, quoi. J'avais témoigné une fois anonymement à la radio, j'avais posté quelques commentaires sur Internet, mais ça n'allait pas plus loin. Donc le jour où je démissionne, là je trouve des gigaoctets de documents ultra sensibles, donc je les prends en me disant que ça pourrait étayer une alerte. Et après le processus s'est fait en plusieurs fois, parce que moi je ne suis pas expert en fiscalité, donc je n'étais pas certain que ma compréhension était la bonne, donc j'ai essayé d'approcher des connaisseurs, mais ce n'était pas une démarche très simple. Et après, j'ai accepté de donner les documents à Édouard Perrin, donc, qui est un journaliste qui travaillait pour un numéro de Cache Investigation pour France 2. Nous finissons par rencontrer une source, anonyme évidemment. Avec elle, des révélations exceptionnelles vont tomber, sous forme d'un gros dossier. 47 000 pages de documents, ultra confidentiels. Les noms de centaines d'entreprises, parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse. Ce qui est clair avec ces dessins, c'est qu'ils nous font faire le tour du monde des paradis fiscaux. Là, c'est un peu la plus-value de l'autre lanceur d'alerte des LuxLeaks, c'est Raphaël Allais,
En fait, lui, en regardant le premier cache investigation, il s'est rendu compte qu'il travaillait tous les jours sur des documents. Enfin, c'est lui qui maniait les tax rulings, l'archivage des tax rulings. Et donc, il a contacté le journaliste en disant « Mais votre reportage, il est bien, mais moi, j'ai des documents vachement plus croustillants. » Parce qu'en fait, il a sorti des documents sur Apple, sur Amazon. Voilà, c'est le type d'entreprise un peu qui était impliquée, quoi. Donc, des entreprises vraiment grand public. Donc, d'abord, cache investigation sur France 2, et puis après, la ICIJ. Donc là, en fait, c'est du travail du journalisme collaboratif. Donc, des dizaines de journalistes de plusieurs pays, sur plusieurs continents, qui travaillent ensemble sur les mêmes documents, qui échangent leur compréhension, leurs sources évidemment, et leurs contacts aussi d'interviews. Voilà, ils mettent en place et ils publient le même jour, donc c'est une publication coordonnée, et pour maximiser le retentissement. Et là, le retentissement a été amplifié par le fait que, donc c'est sorti fin 2014, juste après que Jean-Claude Juncker devienne président de la Commission européenne, donc Jean-Claude Juncker qui était Premier ministre du Luxembourg et ministre des Finances aussi pendant de nombreuses années. Donc là, effectivement, il y a eu une attention de l'opinion au moins européenne sur cette question-là. À peine installé à la tête de la Commission européenne, première difficulté pour le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Le Grand-Duché est accusé d'avoir organisé un système d'évasion fiscale massive au profit des grandes multinationales. Mais déjà, un an avant, sur le plateau de France 2, Jean-Claude Juncker fulminait en direct après la diffusion d'un sujet qui présentait le Luxembourg comme une plaque tournante du blanchiment. Façon caricaturale, dont vous présentez avec la condescendance bien franco-française la réalité luxembourgeoise. En fait, moi, je me concevais comme la source d'un journaliste et en espérant rester protégé en tant que source. Et malheureusement, le cabinet d'audit, après la diffusion du premier reportage, a fait une enquête interne qui a établi que j'étais la source, donc qui a porté plainte. Et donc le Luxembourg a fait une enquête et c'est pour ça que j'ai fait l'objet d'une inculpation pour 5 délits différents. Notamment violation de secret d'affaires, violation de secret professionnel, etc. Et pour laquelle je risquais jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. Donc il y a eu plusieurs procès au Luxembourg qui incriminaient aussi donc Raphaël Halet, l'autre lanceur d'alerte des LuxLeaks, et le journaliste aussi, qui était inculpé pour complicité de tous ces délits. La justice luxembourgeoise a tranché, pas d'acquittement pour Raphaël et Antoine. Ils sont condamnés respectivement à 9 et 12 mois de prison avec sursis, assujettis d'amende de 1 000 et 1 500 euros. J'espérais un jugement beaucoup plus clément et j'ai un sentiment mêlé d'abattement et en même temps je souhaite être combatif parce que voilà, on ne peut pas se satisfaire de ce jugement qui porte préjudice à l'information et je pense que c'est malheureux pour le bon fonctionnement des démocraties. Donc Édouard Perrin a été relaxé en appel seulement. Moi je suis allé en cassation au Luxembourg. Où j'ai gagné, et Raphaël Halet a dû aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les poursuites judiciaires, oui, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que notamment il y a une forte asymétrie de moyens, c'est-à-dire que moi je suis une personne physique sans trop de moyens, même pour me défendre, et en face il y a un énorme cabinet d'audit qui emploie des milliers de salariés à travers le monde, qui fait des milliards de chiffres d'affaires, donc évidemment, et derrière aussi un État, un grand-duché du Luxembourg qui souhaite à tout prix défendre sa poule aux œufs d'or, sa place financière qui lui rapporte autant. Donc il y a une asymétrie de moyens, mais ce qui a été déterminant dans l'issue de ces procès, c'est le soutien qui m'a été apporté. Il y a un comité de soutien qui a été créé autour d'un noyau familial et de quelques militants locaux et d'ailleurs, qui ont trouvé des relais, des personnalités, des organisations pour trouver de l'argent pour payer des avocats, pour faire une pétition qui a permis de montrer aux juges l'intérêt public des révélations, ce genre de choses. Je connais très peu de lanceurs d'alerte qui regrettent d'avoir agi de la sorte. La seule chose qui peut vraiment faire regretter un lanceur d'alerte, c'est d'avoir pris des risques, de s'être exposé et que rien ne change. C'est-à-dire si personne n'a entendu votre alerte. Là, dans le cas des LuxLeaks, ça a été une alerte quand même relativement visible et qui a conduit à certains changements réglementaires. Et en tout cas, aujourd'hui, l'opinion publique a déjà entendu parler de l'optimisation fiscale agressive des multinationales. C'est un concept qui est quand même rentré dans le débat public. Et donc, je considère que ça méritait d'avoir pris ces risques-là. Très peu de lanceurs d'alerte le regrettent parce que ça apporte un confort psychologique, entre guillemets, où en tout cas, on va mieux
après avoir exprimé une injustice, un écœurement, que quand on le garde à l'intérieur et qu'on se dit mais non, je ne peux pas en parler sinon je risque mon poste, quoi. Vaut mieux extérioriser, en général ça se passe mieux, quoi. À partir de 2008, je vais vivre vraiment ce que je ne souhaiterais à personne, c'est-à-dire à la fois harcèlement, placardisation, isolement. Je me regarde le matin dans la glace, je vois effectivement que j'ai pris 30 ans, que je suis épuisée, que je suis fatiguée, j'ai un visage qui ne me plaît pas vraiment, mais en tout cas, je n'ai pas de problème de conscience. Quand j'interviens là des débats comme ça, il y a souvent des gens qui viennent à la fin pour dire « mais moi aussi je travaille à tel endroit et j'ai vu des choses et qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont témoins en fait, dans leur quotidien professionnel de pratiques qui les dérangent profondément. Et pour autant, tout le monde ne peut pas devenir lanceur d'alerte parce qu'effectivement, des fois, on a peur à raison. Parce qu'aujourd'hui, lancer l'alerte, ça représente quand même encore un certain nombre de risques. Alors la protection des lanceurs d'alerte s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est censé protéger les lanceurs d'alerte, mais ce cadre juridique, il faut le mettre en application. Donc par exemple, ça ne va pas forcément vous éviter de vous retrouver devant un tribunal. C'est juste qu'au tribunal, vous aurez des outils qui normalement devraient vous faire acquitter plus facilement et qui devraient vous empêcher, vous éviter d'être licencié pour avoir été lanceur d'alerte. Ça, normalement, c'est plus possible. On peut retrouver du travail après une alerte, c'est ça qu'il faut dire. Après, moi, je suis quand même plutôt un contre-exemple parce que concrètement, des lanceurs d'alerte qui ne se préparent pas à changer de secteur d'activité, c'est généralement assez difficile. Moi, je me suis reconverti, maintenant j'ai passé des concours de la fonction publique et je travaille dans la statistique publique en France, je suis fonctionnaire. J'ai retrouvé du travail, un travail qui me plaît. C'est la fragilité du lanceur d'alerte, c'est qu'il n'a pas conscience d'être un lanceur d'alerte. En fait, il agit par les tripes parce qu'il est devant un sentiment d'injustice très fort. Il ne peut pas se regarder devant son miroir en se disant « mais mon travail est vraiment dégueulasse ». Et donc, un jour, il se dit « faut que j'essaye de changer les choses ». Mais sauf que quand on fait ça, on ne se dit pas « tiens, si j'essaye de changer les choses, je suis un lanceur d'alerte, il y a un droit qui protège les lanceurs d'alerte ». Enfin, ça ne vient pas comme ça ne se fait pas dans le bon ordre, quoi. Mon conseil, c'est de prendre conseil en amont. Il existe des organisations comme la Maison des lanceurs d'alerte qui met à disposition un guide de l'alerte dans lequel on trouve plein de conseils pour savoir notamment quels sont ses droits, quels risques prendre ou pas. Et il y a aussi des juristes pour accompagner les lanceurs d'alerte pour éviter qu'ils s'exposent inutilement. Ce serait responsable de donner un conseil systématique, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça que les conseils en amont de l'alerte sont vraiment précieux, parce que c'est des connaisseurs de l'alerte qui vont pouvoir conseiller à un salarié le canal le plus approprié. Des fois, les syndicats pourront traiter le sujet. Des fois, les syndicats, par conflit d'intérêts, seront inopérants, donc il vaut mieux aller voir une ONG extérieure. Et des fois, il vaut mieux directement aller voir des journalistes face caméra, parce que c'est protecteur et ça évite les représailles, parce que si les représailles existent, elles seront connues. Mais après, ça marche. Cette stratégie-là de rentrer dans le tas, d'être dans une stratégie frontale de public, c'est protecteur que s'il y a réellement une visibilité. Si on commence par exemple, à donner des informations confidentielles sur un blog ou sur une chaîne YouTube un peu, pas très visible, là vous prenez les risques juridiques et vous vous exposez, mais sans la protection de la publicité parce qu'il y aura une audience très faible. Donc voilà, faut quand même vraiment bien peser le pour et le contre. Il y a des alertes vraiment de tout, qui concernent tous les sujets. Pour le coup, l'alerte, c'est un sujet extrêmement transversal dans lequel on peut mettre plein de tiroirs, des alertes fiscales, des alertes environnementales, des alertes sur la corruption, sur, l'urbanisme, tout. Tout peut être l'objet d'une alerte, quoi. Donc c'est aussi, c'est un sujet extrêmement vaste, quoi. Mais ça montre que ça relève de l'intérêt général. C'est ça le dénominateur commun de toutes les alertes, c'est la défense de l'intérêt général.